Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Bonjour et bienvenue au tout premier colloque annuel du Réseau d'analyse stratégique, l'Ordre international fracturé, conséquences pour la défense du Canada. Welcome to the annual colloquium of the Network for Strategic Analysis, the Fractured International Order, Implications for the Defense of Canada. Everything you will hear today in French will be simultaneously translated in English. Just choose the language of your choice at the bottom of the player window. Je m'appelle Stéphanie Von Latke et je suis professeure à Queen's et la co-directrice du réseau d'analyse stratégique. Justin Massy, professeur à l'UQAM et co-directeur du réseau, prendra aussi la parole dans un instant. Le réseau d'analyse stratégique est financé par le programme Mobilisation des idées nouvelles en matière de défense et de sécurité, ou MINDS, du ministère de la Défense nationale du Canada. Le réseau est le fruit d'un partenariat entre le Centre sur la politique internationale et de défense, le CIDP, à Queen's, et l'Université du Québec à Montréal. Il s'agit du tout premier réseau MINDS entièrement bilingue. Notre premier colloque annuel vise vraiment la mise en valeur de l'expertise que nous avons au sein du réseau. Nous avons donc fait en sorte que notre programme reflète nos 3 axes de recherche principaux. L'évolution du rôle des grandes puissances dans un contexte de remise en question de l'ordre mondial. Cet axe est piloté par Jonathan Paquin de l'Université Laval. La coopération multilatérale en matière de sécurité internationale, pilotée par Sarah Myriam Martin-Brûlé de l'Université Bishops, et l'avenir du renforcement des capacités de défense des partenaires mondiaux, piloté par Theodore McLaughlin de l'Université de Montréal. Les 3 panels principaux du colloque que nous avons au programme aujourd'hui et demain sont donc présidés par les professeurs Paquin, McLaughlin et Martin-Brûlé. Nous avons aussi 2 conférenciers d'honneur. Aujourd'hui, à 11h, c'est le lieutenant-général Mike Rouleau, le vice-chef de l'état-major des Forces armées canadiennes qui sera avec nous. Demain aussi, à 11h, notre invitée d'honneur est la professeure Marina Henke de la Hertie School à Berlin, également directrice du Center for International Security. Je tiens à remercier toute l'équipe du réseau d'analyse stratégique qui va travailler très fort en coulisses aujourd'hui. Et j'ai quelques dernières petites précisions pour vous. Je vous invite à participer aux discussions aujourd'hui en nous envoyant vos questions et commentaires sur la plateforme d'événements ainsi que sur Twitter, @ras-NSA, or in English, @RAS_NSA. Nous vous invitons aussi à remplir notre sondage, également disponible sur notre plateforme de conférence. Avant de débuter, je vais donner la parole au professeur Justin Massy, qui va nous expliquer pourquoi nous avons choisi de parler de l'ordre international fracturé. Justin. Merci Stéphanie. Alors, le colloque d'aujourd'hui et demain est composé de 3 panels qui abordent des enjeux clés relatifs aux axes de recherche du réseau d'analyse stratégique. Le premier panel ce matin porte sur l'ordre international fracturé. Je dis fracturé parce qu'il y a au moins 3 grandes fissures qui s'opèrent au sein de ce que l'on appelle communément l'ordre international libéral. Premièrement, le principe de la coopération multilatérale par l'entremise des institutions internationales qui ont été créées à la suite de la Seconde Guerre mondiale s'étiole par la remise en question qu'en font plusieurs puissances révisionnistes du statu quo, dont évidemment plus particulièrement la Chine et la Russie. Deuxièmement, la promotion des valeurs démocratiques et la règle de droit qui sous-tend l'ordre international est également affaiblie par la montée de l'illibéralisme au sein et par-delà le monde occidental. Et enfin, le leadership américain est remis en cause par l'essor d'un mouvement de repli sur soi aux États-Unis, qu'il soit économique, moral ou militaire, qui transcende les divisions partisanes. Pour réfléchir sur ces fractures de l'ordre international, je cède la parole à Jonathan Paquin, qui présidera notre premier panel. Jonathan Paquin est professeur de relations internationales à l'Université Laval et dirige l'axe 1 du réseau d'analyse stratégique. Jonathan, à toi la parole. Merci, Justin. Alors, pour rebondir sur ce que Justin vient de mentionner, le Canada doit s'adapter aujourd'hui, comme vous le savez, à un environnement international qui est de plus en plus imprévisible, qui est caractérisé notamment par une compétition accrue entre grandes puissances, mais aussi par une multiplication des conflits régionaux. Et donc, dans ce contexte, ce premier panel de notre colloque annuel
a pour objectif, d'une part, de mettre en relief le leadership américain au sens large et aussi de regarder du côté du Moyen-Orient. Et dans un deuxième temps, ce premier panel a pour objectif de mettre en relief donc les revendications chinoises dans le domaine militaire, dans son étranger proche et plus particulièrement en mer de Chine méridionale. Alors, je vous présente tout de suite nos trois conférenciers qui sont trois experts des relations internationales. Et puis, je tiens à dire tout de suite que vous pouvez trouver leur biographie longue sur le PDF du colloque d'aujourd'hui, donc du programme du colloque d'aujourd'hui. Et donc, je vous invite fortement à consulter leur bio. Et je m'en tiendrai donc à la version courte de leur biographie pour respecter le temps. Évidemment, on n'a pas tant de temps que ça pour ce premier panel et je souhaite laisser le plus de temps possible à la fois à nos conférenciers, mais aussi au public qui souhaite poser des questions à nos trois conférenciers. Donc, trois experts. La première, c'est la professeure Anessa Kimball, qui est professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université Laval. Sa présentation aura pour titre « Adaptation sous l'incertitude, le leadership américain et l'avenir de l'ordre fracturé ». Ce sera suivi ensuite d'une présentation du professeur Ting-Chang Lin, qui est professeur agrégé au département de sciences politiques de l'UQAM à Montréal. Le titre de sa présentation est « La mer de Chine méridionale, dimension militaire des comportements chinois ». Et puis enfin, le professeur Thomas Junot de l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa fera une présentation qui a pour titre « Le Moyen-Orient entre Trump et Biden ». Alors, je tiens à dire tout de suite que chaque conférencier aura 12 minutes pour faire sa présentation et donc, mon boulot, c'est de m'assurer que tout le monde s'en tiendra à ces 12 minutes. Et puis, par la suite, nous aurons une période d'échange avec le public. Alors, d'ailleurs, merci d'être avec nous ce matin en si grand nombre. Et donc, une période de 20 à 25 minutes d'échange avec les conférenciers. Nous avons bien hâte de lire vos questions. Alors, sans plus attendre, je me tourne vers notre première conférencière, la professeure Anessa Kimball. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bon matin à toutes et à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Jasant du sujet de leadership américain, l'adaptation sur l'incertitude. Pour moi, je mettrai l'accent sur plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'on réfléchit quand on parle d'incertitude? Les rationalistes vont identifier deux types d'incertitudes qui devraient nous intéresser. D'abord, l'incertitude par rapport à l'état du monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut envisionner comme les divers ordres de monde dans l'avenir? Et deuxièmement, l'incertitude face au comportement des autres acteurs dans le système. Dans ce contexte-là, c'est certain que le leadership américain a besoin de retravailler un peu sur refaire des liens qui ont été rompus ou brisés durant le mandat de Trump. D'abord, on peut souligner le retrait du traité de Paris, le retrait du bargain avec l'Iran, tout ce qui est les retraites ou les critiques des Américains face aux organisations ou sous-institutions de l'ONU. Donc, c'est certain que si Biden veut quand même ramener le leadership américain plus au centre du système, on peut envisionner qu'il va quand même essayer de retourner aux certaines instances institutionnelles. Deuxièmement, quand on parle des relations américaines, il faut souligner aussi que les États-Unis, depuis les dernières années, ont, au fur et à mesure, retiré ou reculé un peu du scène international. Par exemple, les soldats américains sont le numéro qui sont déployés dans le monde, surtout en Asie, c'est le plus minimum que jamais depuis la guerre en Corée. Donc, c'est un signal des Américaines qui devraient quand même inquiéter nos partenaires les partenaires assez importants en Asie, surtout le Japon et la Corée du Sud. Encore une fois, la question des
l'absence de l'attention et aussi en combinaison avec l'irritation sur plusieurs dossiers entre les États-Unis et la Chine, ça va servir d'un certain besoin. D'un côté, on va observer un certain discours avec la Chine du côté économique qui va assez serré, mais de l'autre côté, on a besoin, les États-Unis ont besoin de la Chine pour travailler dans certains dossiers, notamment le dossier de la Corée du Nord avec la prolifération et aussi de façon plus transactionnelle, le dossier avec l'Iran et la prolifération. Pour ce qui est Biden, de dire, de croire qu'on va voir une réémergence des États-Unis sur la scène internationale, je crois que ça, c'est peut-être un peu optimiste. Il va quand même continuer tout ce qui est la politique d'Obama qui était le leadership from behind. Donc, il va quand même continuer d'encourager les partenaires importants, les partenaires avec la puissance de prendre le fardeau, de jouer un rôle assez important. C'est sûr qu'on peut envisionner une certaine détente, un retour un peu des amitiés avec des alliés de l'OTAN, étant donné que les relations ont été assez tendues avec l'administration Trump et les demandes pour les contributions qui sont de plus en plus. Mais nonobstant de dire que quand même les États-Unis, on ne sait pas exactement si Biden va prendre un rôle de leadership, surtout dans le contexte de les relations qui sont de plus en plus irritées entre le Royaume-Uni et les autres partenaires européens face au Brexit. Encore une fois, il y a certaines questions qui vont se soulever. Est-ce que Biden va quand même s'approcher avec le Royaume-Uni ou est-ce qu'il va quand même laisser le Royaume-Uni de faire sa chose avec le Brexit? C'est une autre question. Et ça soulève aussi l'importance de l'OTAN, surtout l'axe militaire de l'OTAN. Au fur et à mesure que les Européens vont développer leur identité de défense, c'est certain qu'ils vont vouloir faire de moins en moins avec l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut faire avec les relations transatlantiques de façon générale? En suivi avec l'OTAN, les défis que la Turquie fait dans le contexte de l'OTAN. On observe dans les dernières années, la Turquie glisse de plus en moins dans la sphère de l'OTAN. On note ça dans les derniers mois, la dernière année notamment. Il va y avoir une certaine réconciliation à faire avec la Turquie, surtout dans le court à moyen terme. Pour ce qui est des autres sujets, les sujets plus larges de l'équilibre et le leadership dans cet ordre facturé, c'est sûr et certain que la première chose qui va être dans l'ordre du jour de Biden va être le nouvel START. Donc, l'accord sur les armes en Europe qui va échouer dans 2 semaines après l'entrée en fonction de Biden. Donc, il a déjà mis en avant un plan d'extension. Mais ceci dit, on sait que le START est une institution qui n'est plus capable de gérer l'environnement international, surtout les problèmes stratégiques qui entrent dans l'Éden avec tout ce qui est le développement chinois et coréen du Nord face aux armements. Donc, en fait, même si on veut renouveler le START, de fond, le START devrait être revu dans le contexte stratégique international qui va être quand même une tâche assez large pour Biden. Donc, ça nous amène à certaines questions. Comment Biden va avancer, surtout le bouclier antimissile, tout ce qui est le projet antimissile américain dans le contexte actuel? Pour la résécurisation de l'Asie, quels vont être les bargains que Biden va essayer de lancer? Par exemple, il y a une certaine contrepartie qui a été déjà soulignée dans le contexte de START que probablement pour essayer d'avancer les négociations vers le nouvel accord de START,
la Russie va demander l'enlèvement des sanctions américaines qu'ils ont mis dans le contexte de l'annexation de l'Ukraine. Donc, encore une fois, il va y avoir plusieurs des enjeux qui sont en lien. Donc, est-ce que les États-Unis vont à la fois prioriser la stabilité internationale ou et céder un peu vers les sanctions de la Russie, ou est-ce qu'ils vont maintenir une face assez rigide ou assez belliqueuse face à la Russie? La question de comment engager le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. Les États-Unis, de façon générale, ils ont oublié l'Inde. Finalement, la question de la Chine. Donc, je vais terminer avec certaines idées face à la Chine. Donc, les États-Unis, c'est certain que dans la région de l'Asie-Pacifique, on observe que les États-Unis n'ont pas investi davantage pour tout ce qui est la défense. Ils ont, de façon générale, quand on fait une comparaison des partenariats avec certains partenaires en Asie versus l'Europe, on voit très clairement que les partenaires en Asie ont des engagements qui sont beaucoup moins, qui sont moins crédibles ou dans lesquels il y a plus des voies de sortie que dans les engagements avec les États-Unis en Europe. Ça fait en sorte que ces États-là, de façon naturelle, se sont insécurisés. Donc, au fur et à mesure qu'on voit la Chine avance, par exemple, de façon militaire dans la région avec le terraforming ou qui fait de plus en plus des revendications des droits humains en Hong Kong, quand même, ça met un défi pour les États-Unis et pour les partenaires qui soutiennent justement la promotion de la démocratie et des valeurs. Et la raison pour laquelle il y a certains qui se trouvent entre des lieux qui sont difficiles, parce qu'on observe quand même, il y a des partenaires qui sont très importants, des alliés européens qui glissent leur démocratie, notamment la Pologne, l'Hongrie, dans laquelle ça mène un certain double discours dans lequel on demande un certain respect pour la démocratie en Asie, mais en même temps, on observe qu'il y a des partenaires très proches qui glissent de façon moins ou moins démocratique. Ça, c'est un enjeu difficile pour les Américains. Ils ne vont pas nécessairement aborder cet enjeu-là. Donc là, je vois qu'il y a un certain rôle pour le Canada d'entrer un peu puis donner un peu de soutien dans cet axe-là. Donc, tout ça pour dire que le leadership américain, il va avoir certaines relations à repérer, il va avoir certains dossiers à revoir. Je crois qu'on ne peut pas compter sur cette leadership qui va aller d'avant qu'on avait dans les années de la guerre froide, dans le première décennie de ce siècle, oublie ça. On est beaucoup plus dans un mode, surtout aux États-Unis avec la pandémie, il va y avoir une certaine réflexion à l'interne. En sachant que, par exemple, hier, les États-Unis ont outrepassé la seuil des morts de l'11 septembre. Fait que la journée de l'11 septembre, hier, avec le COVID-19, il y a eu plus de morts que la journée de l'11 septembre. C'est assez choquant pour les Américains de voir ça. Donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir plus à l'interne, à la court terme, après l'entrée en fonction de Biden, que à l'externe dans la court terme. Alors, merci beaucoup et je cède la parole à mon collègue. Merci, professeur Kimball, et bravo, vous vous en êtes tenu à 11 minutes exactement. Donc, vous venez d'établir le standard qui, j'espère, sera respecté par tous nos prochains participants. Merci encore, Anessa. Notre deuxième conférencier, Ting Sheng Lin, la parole est à vous pour 10 à 12 minutes. Merci. Merci, Jonathan. J'ai partagé un peu l'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde a vu de PowerPoint? Voilà. Alors, mon sujet, bonjour à toutes et à tous.
Mon sujet aujourd'hui, c'est la mer de Chine méridionale, dimension militaire, des comportements chinois. Alors, je vais vous montrer d'abord un petit caricature qui montre comment, euh, ces dernières années, la façon que les Chinois essayaient de régénérer des terres, des corails, des coraux ou des îles, entre guillemets, sur la mer de Chine méridionale et la réaction avec les pays voisins. Et une petite carte pour vous montrer la position géopolitique de la mer de Chine méridionale entre la Chine, Taïwan, Philippines, euh, Malaisie, euh, l'Indonésie et les pays de l'Asie, de l'Indochine. Alors, pour commencer, j'aimerais bien vous montrer une petite façon, un petit cadre théorique que je montre, que j'ai utilisé pour donner une petite explication dans le sens de euh, l'explication, la dimension militaire de ces événements qui s'est passé dans la mer de Chine méridionale. Alors, si dans les études stratégiques, on a un niveau, niveau d'analyse relativement clair, tout ce qui s'agit de politique, ça fait partie de grandes stratégies, politique économique, diplomatie, diplomatique, culturelle. Ce sont des politiques orchestrées, euh, analysées, mises en place par le gouvernement. Alors, ce sont des grandes lignes directives qui déterminent l'objectif ou le but d'un État, quel que soit le développement économique ou la sécurité nationale. Mais dans ce niveau, euh, l'objectif est relativement, c'est clair, mais relativement abstrait et flexible, dans le sens où si on veut atteindre certains objectifs, on a des moyens disponibles à utiliser. On peut utiliser de la façon culturelle, on peut utiliser le, le, les méthodes de négociation commerciale ou la façon diplomatique pour essayer de négocier pour obtenir euh, notre, notre fruit, pour atteindre l'objectif. Quand ils descendent un peu plus bas, il s'agit de stratégie. Alors, stratégie, comme la définition euh, de Colin Gray, c'est une méthode pour relier la fin politique et les moyens qu'on peut avoir militairement. Donc, quand il s'agit de stratégie, pas de grande stratégie, mais de stratégie militaire, on atteint, on a déjà entré dans l'autre dimension, une dimension plutôt préparer la guerre avec la stratégie comme une méthode pour lier, pour utiliser les moyens militaires pour atteindre l'objectif politique. C'est une explication, c'est un cadre relativement clausewitzien. Le Clausewitz a essayé de lier ces deux-là. Et puis, descendre plus bas, quand il s'agit de l'opération, c'est déjà une dimension pure et simple, la préparation de guerre. Alors, quand il arrive à ce niveau-là, quand les considérations ou la façon dont on perçoit des événements, les événements ou la façon qu'on planifie des choses atteintes, déjà entrer dans cette phrase stratégique et opérationnelle, il devient très rigide parce que l'objectif, c'est utiliser ces moyens militaires. On est déjà en train de préparer la guerre, on est entré dans le niveau qu'il n'y a pas de retour. Alors, il n'y a plus de flexibilité comme ce qui est dans la politique, le niveau politico-stratégique, quand on a encore le choix, est-ce qu'on va imposer certaines sanctions économiques ou on utilise des négociations diplomatiques pour essayer d'atteindre notre objectif? Non, il n'y en a plus. Alors, ce que j'ai utilisé ce cas pour expliquer, c'est pour vous montrer que la situation en mer de Chine méridionale, depuis ces 20 dernières années, l'évolution atteint déjà ce niveau.
Ça veut dire on est déjà dans le niveau stratégique opérationnel. Les Chinois, le plus important acteur ou le responsable de la facture de stabilité sécuritaire de la région, a déjà utilisé cette mentalité pour préparer quelque chose. Alors, souvent, dans l'explication de comportements agressifs ou assertifs de la Chine en mer de Chine méridionale, surtout ces dernières décennies, a une explication relativement variée. Donc, il y a des gens plutôt regarder est-ce que c'est à cause de la pression nationaliste à l'intérieur de la politique chinoise domestique qui forçait une façon kidnapper le gouvernement de réagir de cette façon agressive, rigide. C'est une explication très populaire parce que souvent on dit que voilà, légitimité de gouvernement du Parti communiste chinois basée sur la croissance économique et après la crise financière de 2008 où à cause de l'évolution de modèle de développement, la Chine n'est plus capable de maintenir un taux de croissance relativement soutenu. Donc, il commence à faire appel à l'émotion nationaliste pour consolider sa légitimité. Mais c'est une explication relativement faible, dans le sens où je vois mal que le gouvernement chinois, surtout après avoir avancé avec toutes les méthodes aidées par la technologie moderne, c'est le gouvernement chinois qui va être kidnappé par le peuple nationaliste, mais pas au contraire. C'est le gouvernement chinois utiliser, manipuler l'expression nationaliste pour montrer à l'extérieur que voilà, ça c'est la volonté du peuple. Alors c'est nous qui devrions utiliser cette façon à cause de ça. Donc je pense que la pression nationaliste n'est pas une bonne question, c'est une fausse question. Ça joue un rôle important, ça veut dire il donne certaines contraintes, mais pas autant que ça. Alors, deuxième explication, souvent utiliser les ressources naturelles comme une sorte de explication pour montrer que voilà, la Chine veut occuper cette zone maritime parce qu'il y a beaucoup de ressources naturelles. Mais selon des recherches, les zones de la mer de Chine méridionale, oui, il est riche de ressources naturelles, hydrocarbures et la gaz naturel. Mais l'endroit où on est en train d'explorer, où on est capable déjà avec la technologie aujourd'hui, de l'exploiter, sont des champs qui est proche de les littorales des pays voisins, donc ça fait partie de leur territoire maritime légitime. Ce n'est pas les endroits où la Chine peut aller explorer ou aller exploiter directement. Donc, ce n'est pas une explication non plus très solide pour expliquer toutes ces activités récentes de construire des îles. Et ces îles-là sont des endroits très, très proches de milieu de zones de la mer de Chine méridionale. Alors, troisième explication est déjà arrivée dans le côté stratégique, militaire, c'est la Chine construit ces îles, essayer d'occuper la mer de Chine méridionale, c'est parce qu'ils ont été contraints ou menacés par ce dilemme de Malacca. Alors, le dilemme de Malacca, c'est cet détroit de Malacca qui contrôle ou qui peut, c'est un choke point, qui peut étouffer ou arrêter, menacer la circulation de la communication de la voie maritime. Mais encore une fois, si cet détroit de Malacca a été fermé par la force de qui que ce soit, ça affecte non seulement la Chine, ça affecte toute l'Asie du Nord-Est ensemble. Alors là, fait partie des pays de cette région, le Japon et la Corée du Sud, ce sont des alliés américains. Et est-ce que c'est une méthode viable
qu'on peut utiliser ça pour check le comportement chinois ou le dilemme de Malaga ou de la fermeture de Malaga est une méthode importante pendant de temps de guerre quand tout est permis. Oui, ça c'est l'autre histoire. Mais est-ce que on peut utiliser ça pour coïncider la Chine de faire quelque chose de différent à Hong Kong, euh, à Xinjiang ou vis-à-vis de Taïwan? Je vois mal. Donc, ces trois explications ne sont pas une explication qui peut expliquer entièrement cette montée d'agressivité de la Chine en mer de Chine méridionale. Alors, la façon qu'on peut voir cette montée de tension et la façon plus agressive de comportement chinois en mer de Chine méridionale, c'est parce que c'est une zone qui est dans un carrefour de la grande stratégie chinoise, à la façon, la modernisation de la marine chinoise, et deuxièmement, le développement stratégique de la force militaire chinoise. Alors, y compris leur technologie aérospatiale et le renforcement de commande et de contrôle de l'opération moderne. Et troisième, c'est aussi le développement économique. Donc, on ne nie pas que ces trois explications qu'on a mentionnées tout à l'heure ont une certaine l'importance, mais il ne peut pas expliquer tout. Alors, il faut le mettre tout ensemble pour avoir une idée plus concrète de l'explication pourquoi la Chine a fait ça. Alors, on va concentrer seulement sur les points de la recréation des îles. Alors, cette régénération des îles à côté de l'intérieur de mer de Chine méridionale va concentrer sur certains points. Alors, vous pouvez voir ici, il y a Subi Reef, il y a Mischief Reef et aussi Fury Cross Reef. Alors, ce sont les trois endroits où la Chine a commencé ces dernières années avec une façon très, très intensive de créer, de remplir cette zone de petits coraux, petits rochers, avec une construction rapide et impressionnante. Voilà, ça c'est c'est une photo qu'on peut voir. Au début, c'est comme ça. Et puis après, ça devient une piste d'atterrissage de l'aéroport. Alors voilà, ça c'est encore plus impressionnant comment une île devenir une base militaire avec les meubles. Alors, Cher Ting Sheng, c'est oui, Jonathan Paquin ici. Est-ce qu'on oui, pourrait vous demander oui, idéalement de conclure en 1 ou 2 minutes? Je oui, suis persuadé qu'il y aura des questions portant oui, sur votre présentation et vous aurez l'occasion de nous montrer le reste de votre matériel qui est vraiment voilà, fascinant. Donc, alors, si vous pouvez conclure, merci beaucoup. pas de problème. Alors, le problème de cette mer de Chine méridionale, c'est ici, l'île de Hainan. L'île de Hainan a deux bases militaires très importantes. Premier, c'est la base militaire de sous-marin. Et deuxième, c'est Wenchang. Ça, c'est le lancement de roquettes chinois qui a été construit en 2014. Alors, cet temps de finition, de réalisation de base de lancement de roquettes est très important parce que depuis cette date, tous les comportements en mer de Chine méridionale deviennent intensifiés. Alors, c'est ça qu'on peut essayer de comprendre. Quand la Chine veut assurer la force de deuxième phase, il faut avoir une base militaire sous-marin qui est relativement discrète. Alors, la mer de Chine méridionale jouait ce rôle. Et toutes ces îles construites est pour protéger la sortie de SSBN, le sous-marin nucléaire avec le missile nucléaire. Et deuxième chose, quand on veut contrôler, quand la Chine veut avoir une marine, la force navale internationale, le commande et le contrôle est très important. Alors, lancement de roquettes qui a l'objectif de jouer ce rôle, qui a je vous montre la façon qu'on voit avec des satellites militaires qui a besoin de l'endroit qui est proche de l'altitude plus bas pour pouvoir lancer des engins plus lourds et avec le contrôle qu'ils ont construit pour pouvoir assurer que
la meilleure coordination entre les différents services, différents équipements militaires. Et ces deux conditions ensemble, c'est l'objectif le plus important de ce comportement en mer de Chine méridionale, c'est la modernisation des opérations militaires. Alors, quand il s'agit de cet objectif le plus important, primordial, il n'y a pas de l'espace de compromis. Alors, c'est ça la façon que j'ai essayé de vous montrer. C'est quoi l'importance dans la dimension militaire de comportement chinois en mer de Chine méridionale. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Merci Ting-Sheng pour votre présentation. On se tourne maintenant vers Thomas Junot. Thomas, la parole est à vous. Vous avez de 10 à 12 minutes pour faire votre présentation. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. Merci aux organisateurs et organisatrices de ce colloque. Alors, moi, je vais parler du Moyen-Orient et puis je vais concentrer mon intervention sur le Golfe Persique, qui est la partie le plus spécifiquement de la région sur laquelle je travaille. Et en particulier, ce que je vais faire, c'est essayer de voir un petit peu en quoi la transition de Trump à Biden va affecter la politique étrangère américaine à l'endroit de l'Iran, à l'endroit de l'Arabie saoudite surtout, et à quelles conséquences est-ce que ces changements-là pourraient mener. Puis dans ces discussions-là, je vais intégrer la variable Israël aussi. Alors, qu'est-ce que Biden veut par rapport à l'Iran et l'Arabie saoudite? En simplifiant, M. Biden, si on se fie à ses déclarations à lui récemment par le passé, ce que ses plus proches conseillers ont dit récemment, M. Biden considère que les États-Unis ont une relation trop proche avec l'Arabie saoudite et trop hostile avec l'Iran. Alors, son but, évidemment, ce n'est pas de renverser cette logique-là, de devenir ami avec l'Iran, hostile avec l'Arabie saoudite, ça serait impossible, ça ne ferait pas de sens. Mais ce qu'il veut, c'est un recalibrage à deux niveaux. Alors, premièrement, en termes d'intensité, il veut tout simplement que les États-Unis investissent moins de ressources, moins de temps, moins d'argent, moins d'énergie dans le Golfe Persique. On ne parle pas d'un retrait total, mais comme on dit en anglais, d'un certain retrenchment, un retrait donc très partiel. Et deuxièmement, au-delà de l'intensité des ressources investies, M. Biden veut aussi des approches moins extrêmes. Donc, encore un partenariat avec l'Arabie saoudite. Il n'est pas question de larguer ce partenariat-là, mais moins de soutien aveugle, moins de soutien absolu, comme on l'a vu dans les 4 dernières années. Et dans le cas de l'Iran, une relation encore conflictuelle. Ce n'est pas réaliste de croire que ça pourrait être réglé, mais d'axer le conflit ou d'essayer de diriger le conflit plus vers une relation d'endiguement, de containment, et moins une relation une politique de refoulement agressif ou de rollback. Pourquoi est-ce que M. Biden veut ce recalibrage-là? Parce qu'il trouve que l'approche des 4 dernières années, et jusqu'à un certain point par le passé aussi, est trop coûteuse. Donc, trop de ressources sont investies dans les relations avec ces deux pays-là et ce sont des ressources qui pourraient être mieux investies ailleurs. Dans le cas de l'Iran, ce que M. Biden et ses conseillers vont dire, c'est que oui, l'Iran est un adversaire, mais c'est un adversaire distant, à la puissance en bout de ligne réelle mais limitée, et que le conflit avec l'Iran aspire les États-Unis dans une logique trop coûteuse. Dans le cas de l'Arabie saoudite, le soutien aveugle à l'Arabie saoudite, particulièrement dans sa guerre au Yémen, mais dans d'autres circonstances aussi, lie les États-Unis au choix coûteux que l'Arabie saoudite fait et que donc, par extension, ça coûte aux États-Unis aussi. En anglais, le terme qu'on utilise pour ça, c'est « entanglement ». Et ça, M. Biden souhaite réduire les coûts associés à ça. Donc, c'est un bon plan, c'est une approche plutôt réaliste là, en termes de relations internationales, mais évidemment, c'est facile à dire et c'est beaucoup plus difficile à faire. Il y a des obstacles domestiques d'abord qui vont rendre l'implantation de ce recalibrage-là pour M. Biden difficile. On pense aux groupes d'intérêt aux États-Unis, au Congrès en particulier, dans la bureaucratie, au département d'État, de la Défense, dans l'industrie de la défense, dans les médias, dans les think tanks qui vont s'y opposer. Le président aux États-Unis n'est pas omnipuissant, hein, il doit négocier constamment avec toute une série d'autres acteurs domestiques et à ce niveau-là, il y aura de la résistance. Au niveau international, il y aura aussi de la résistance, particulièrement des partenaires régionaux, Israël, Arabie saoudite et Émirats arabes unis surtout, qui vont mettre de la pression sur les États-Unis pour ne pas changer le statu quo des 4 dernières années. Parce que de leur point de vue, à ces 3 pays-là en particulier, le statu quo depuis 2016 est avantageux.
Et ce sont des pays qui ont une présence assez forte à Washington et une capacité de lobbying importante. Les Émirats arabes unis, on a vu ça se développer énormément dans les 5 à 10 dernières années, là, sa capacité de lobbying à Washington. Et troisième niveau de résistance pour M. Biden, pour implanter ce recalibrage-là, après le niveau domestique et le niveau international, c'est tout simplement la capacité d'implantation, le bandwidth, si vous voulez. M. Biden, je pense que tout le monde ici comprend ça, va arriver au pouvoir le 20 janvier avec un agenda extrêmement chargé au niveau domestique, réconciliation post-Trump, un Sénat qui sera probablement contrôlé par les républicains, la pandémie, la vaccination, la situation post-pandémie, etc., etc. Au niveau international, son agenda sera tout aussi rempli, la Chine, la pandémie, le changement climatique, etc., etc. Donc, la place pour le Moyen-Orient dans l'agenda, dans la capacité d'implantation de l'administration Biden va être limitée. Ceci étant dit, s'il y a une chose qu'on a apprise là, au cours des dernières années, des dernières décennies, c'est que la région du Moyen-Orient a bien montré sa capacité à grimper dans l'agenda des priorités de présidents successifs qui ont essayé de faire baisser le Moyen-Orient dans leur liste de priorités, mais ont eu de la misère à faire ça. Demandez en particulier à M. Obama. Alors ici, je veux passer quelques minutes avant de finir sur un aspect précis des défis auxquels M. Biden va faire face au Moyen-Orient. Et c'est la question d'un fossé croissant en matière de perception entre les États-Unis d'une part et Israël et l'Arabie saoudite d'autre part. Sur la question de l'Iran en particulier, c'est de ça dont je vais parler, mais c'est un fossé qui se voit aussi sur d'autres dossiers. Alors évidemment, un point à garder en tête quand on parle de ça, c'est que les États-Unis n'ont jamais été en harmonie totale, non seulement avec Israël, mais avec l'Arabie saoudite non plus. Il y a toujours eu beaucoup de points de désaccord entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. L'histoire des relations entre les deux pays, 11 septembre, droits de la personne, choc pétrolier, etc., est parsemée de divergences entre les deux au niveau de leur perception, au niveau de leur préférence aussi. Mais ce fossé-là, sous l'administration Biden, va être particulièrement difficile à gérer, surtout dans la prochaine année. Et la question de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran va être au centre de ces différends-là. Alors, si vous vous rappelez, très bref rappel historique, en 2015, accord sur le nucléaire, ça exige de l'Iran un gel et dans certains cas, un recul de son programme nucléaire en échange d'une levée partielle et progressive de certaines sanctions imposées par les États-Unis et la communauté internationale au fil des années. Trump se retire en 2018. Biden a très clairement exprimé son souhait d'y revenir. Et c'est ici le problème, parce que l'Arabie saoudite et d'autres partenaires régionaux, encore une fois, Émirats arabes unis et Israël, ne perçoivent pas la menace que pose l'Iran de la même façon que les États-Unis. Pour l'Arabie saoudite, les Émirats, Israël, d'autres, Bahreïn, entre autres, la menace principale immédiate que pose l'Iran provient de son soutien à des groupes armés non étatiques partout à travers la région. Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen, tout un paquet de milices armées en Irak, en Syrie. Mais pour les États-Unis, la priorité, c'est le programme nucléaire. Ce n'est pas pour dire que la priorité de l'un n'affecte pas l'autre, mais il y a un classement, un ranking de priorités qui est très différent. Donc, il y aura une divergence au niveau de l'évaluation de la menace que pose l'Iran et donc une divergence au niveau de ce qu'on devrait faire à propos de l'Iran, le programme nucléaire ou les groupes armés. Et le problème ici, c'est que l'Iran est prêt, en théorie et en pratique, je crois que c'est effectivement le cas, à négocier sur son programme nucléaire. Il y a un potentiel, ça va être compliqué, mais il y a un terrain d'entente très clair entre les États-Unis et l'Iran qui ressemble vaguement au deal de 2015. Mais l'Iran est très peu enclin à discuter, encore moins à accepter ce qu'on appelle des concessions sur ce qu'on appelle, en termes diplomatiques, son rôle régional, qui est l'euphémisme pour son soutien à des groupes armés non étatiques partout à travers la région. Pour l'Iran, ces partenariats-là sont absolument essentiels à sa survie, à sa sécurité. C'est une question existentielle. De leur côté, Israël et l'Arabie saoudite vont s'opposer à une nouvelle entente sur le nucléaire avec l'Iran, surtout si, comme je crois que ce sera le cas, au début au moins, cette entente-là se concentre uniquement sur le nucléaire et n'est pas plus large pour inclure la question des missiles et du soutien de l'Iran à des groupes armés dans la région. En 2016, une fois que l'entente sur le nucléaire a été obtenue, Israël et l'Arabie saoudite n'étaient pas contents, mais ils se sont ajustés, ils ont accepté à contre-cœur et ils se sont adaptés.
Cette fois-ci, je ne dis pas que les deux vont être incapables de s'adapter si ou quand il y a une nouvelle entente sur le nucléaire, mais leur seuil de tolérance est très différent aujourd'hui qu'il l'était en 2016 parce que leur évaluation de la menace que pose l'Iran, selon eux, est beaucoup plus élevée, beaucoup plus aiguë, et c'est une évaluation que les États-Unis ne partagent pas entièrement. Parce que de leur point de vue, Israël, l'Arabie saoudite, la stratégie de Trump, de maximum pressure contre l'Iran, était un succès. C'est une stratégie que moi, j'ai beaucoup critiquée, avec laquelle l'administration Biden n'est pas d'accord, mais il ne faut pas oublier que Israël et l'Arabie saoudite aimaient beaucoup cette stratégie-là. Donc, pour eux, d'arrêter ça, c'est une mauvaise idée, c'est de perdre le gros bout du bâton. Alors, je vais conclure en 1 minute en essayant de faire un peu un parallèle avec ce que j'ai dit et les thèmes du congrès que Stéphanie et Jonathan ont articulés au tout début. Premièrement, cette dynamique-là que je viens de décrire va illustrer le débat plus large sur le rôle des États-Unis dans le monde, mais spécifiquement au Moyen-Orient. Quelle est l'influence qui reste aux États-Unis au Moyen-Orient après 4 années de Trump, 8 ans d'Obama, 8 ans de Bush avant ça? Est-ce que les États-Unis sont encore l'hégémon extérieur au Moyen-Orient? Cette dynamique-là va être un test de cette question-là. Et aussi, et je vais conclure là-dessus, il y a la question de la coopération versus le conflit dans l'ordre régional au Moyen-Orient. Un pilier de la politique étrangère d'Obama, et je crois que Biden va essayer de répliquer ça, c'est de demander aux puissances régionales partenaires des États-Unis, Arabie saoudite, Israël, d'en faire plus, d'endosser une part plus grande de la responsabilité de gérer l'ordre régional, la sécurité régionale. En termes crus, le problème quand on demande à l'Arabie saoudite d'en faire plus, c'est qu'elle va en faire plus. Et dans le cas des négociations sur le nucléaire avec l'Iran, le rôle que l'Arabie saoudite va jouer risque d'en être un qui, du point de vue de l'administration Biden, en tout cas, du mien aussi, va être négatif. Alors, ça va être un test très intéressant des conséquences d'un certain repli américain, à savoir que ce repli-là, au Moyen-Orient ou ailleurs, va inévitablement être accompagné par la création d'un certain vide sécuritaire qui va être rempli par d'autres acteurs. Que vont faire ces autres acteurs-là dans ce vide-là? Non seulement la Russie et la Chine, mais même aussi des partenaires des États-Unis. Et ce que ces partenaires-là vont faire ne va pas toujours faire plaisir aux États-Unis. Et ça va donc tester beaucoup ces dynamiques-là. Et là-dessus, professeur Paquin, je vais arrêter.